Bonjour à tous, alors aujourd'hui je me trouve au pied d'une éolienne avec Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour. Alors on va pouvoir regarder un petit peu comment ça se passe, je vais te poser pas mal de questions parce que ça m'intéresse techniquement. Alors on est sur une parcelle agricole, donc on est concerné au niveau agricole par ce type d'installation. Mais je voulais surtout te poser des questions techniques. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter, dire quel travail tu fais, pour qui tu travailles? Oui, alors je m'appelle Erwan, je travaille pour Eurowatt, on est producteur indépendant d'énergie. Donc je suis responsable d'exploitation, je m'occupe de l'exploitation de l'ensemble du parc d'Eurowatt. D'accord. Je m'occupe aussi des opérateurs, puisqu'on a un opérateur qui est à proximité des parcs et qui va gérer un ou plusieurs parcs éoliens. Et aussi la relation avec les prestataires de maintenance, puisqu'on a plusieurs marques de machines différentes, donc différents prestataires. Et donc c'est de suivre la maintenance qui est effectuée sur les machines, donc préventive, ou la maintenance curative. D'accord. Voilà. Alors tu habites près d'ici, tu es un habitant local? J'habite à Bu. D'accord. Donc c'est un petit village de 120 habitants, pas très loin de Bapaume. Et voilà, ça fait 10 ans que je travaille chez Eurowatt. Notre centre d'exploitation, il est basé à Bapaume. Donc on est vraiment en fait au centre de nos parcs éoliens. Donc ça nous permet de réagir très vite et d'être rapidement sur les parcs. C'est important dans le métier de voir des appareils qui fonctionnent, quoi. C'est ça, c'est notre métier, hein. On est producteur d'énergie, donc nous, voilà, faut que les machines effectivement fonctionnent. Ok, combien tu gères d'éoliennes alors au total? Alors là, c'est 120 machines. Sur combien de parcs donc ça représente On a environ 25 parcs, on a aussi des parcs en construction, en cours de construction, dans la Somme et dans le Pas-de-Calais. Donc ça va venir grossir encore notre portefeuille. Ok. Alors au niveau technique, justement, tu parlais de construction, c'est basé sur un socle en béton, c'est ça qui est posé au sol? Alors moi je voyais une emprise un peu plus grande, mais pour finir ça n'a pas l'air d'être si costaud que ça. Toute la partie visible et la partie qu'on a ici? Il y a effectivement une partie enterrée, c'est ce qu'on appelle la fondation. Donc on va venir ferrailler et couler du béton, ça va être vraiment le socle de la machine. D'accord. Et ensuite on va venir justement monter les parties de fût. Ok. On finit ensuite par la nacelle et ce qu'on appelle le nez de la machine, donc le rotor, ainsi que les pales. Ok, donc il y a toute cette installation. Alors ça demande des grues quand même de grandes dimensions, oui, quoi. Effectivement, ouais. Parce que là ici, au niveau hauteur, on est à combien à peu près? Alors là, on a une machine au moyeu qui va être à 94 mètres. On a des pales de 56 mètres. Donc quand on prend du sol jusqu'au bout de la pale, on est à 150 mètres. D'accord. Donc ouais, 94 mètres, c'est à peu près la longueur d'un terrain de foot, quoi. Donc c'est quand même déjà, c'est quand même assez grand. C'est ça. Mais ok. Et combien de temps ça prend l'installation d'une éolienne comme ça? Alors c'est un jour et demi, vraiment l'assemblage. Par contre, la construction du parc, c'est à peu près 1 an. D'accord. D'accord, parce qu'il y a tout un aspect technique. Alors il y a la construction, mais il y a aussi la mise en place des chemins, les installations. C'est la première étape d'ailleurs. On crée les chemins, après on va créer la plateforme et on va couler la fondation et après c'est le montage de la machine. D'accord, il y a aussi toute la partie circuit électrique. Je suppose que ça nécessite des passages de câbles. Oui, effectivement, donc toutes les machines sont reliées entre elles par un câble électrique et on termine sur ce qu'on appelle un poste de livraison. C'est là où on va converger en fait toute l'énergie et après va aller sur le réseau électrique. D'accord, ok. Donc là, on va aller faire un petit tour en haut de l'éolienne pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il y a exactement en haut, les différentes parties? Oui, alors effectivement, toute la mécanique va se trouver dans la nacelle. Donc on va avoir les pales, on va avoir un arbre, et on va rentrer dans une multiplicatrice. Le but de la multiplicatrice, c'est d'augmenter la vitesse de rotation. On a une vitesse de rotation au pal qui est d'environ 15 tours par minute, donc vraiment en production maximale. Voilà, on va augmenter cette vitesse de rotation. Le coefficient, on multiplie à peu près par 100. Voilà, donc de 15 tours, on passe à 1500 tours. Et là, on arrive dans la génératrice de courant. C'est elle, du coup, qui va créer le courant. Et ensuite, on va le transformer. Donc, on a un transformateur. Quand on sort de la génératrice, on est à 690 volts. Quand on sort du transformateur, on est à 20 000 volts. D'accord. Donc là, après, le courant, il est consommable
Donc on peut l'injecter directement sur le réseau et il est prêt à être consommé. Le but de le transformer, c'est de le passer dans un plus petit câble que si c'était du courant. Alors les réseaux électriques sont du 20 000 volts. D'accord. Donc le but c'est d'avoir que ça soit effectivement adapté au réseau et donc c'est pour ça qu'on le retransforme en 20 000. D'accord. Alors là-haut, c'est une espèce de grosse dynamo, quoi, ni plus ni moins. C'est ça, en fait, c'est un peu comme la dynamo de vélo. C'est exactement ça. Plus on va rouler vite, et plus la lumière s'intensifie, c'est exactement le même principe. Par contre, j'imagine qu'il y a beaucoup de systèmes de sécurité aussi là-haut, parce qu'on dit rouler vite, mais il ne faut pas que ça s'emballe non plus. Donc il y a quoi? Il y a une orientation des pales, il y a une autre orientation de la tour qui permet de régler ça, et parfois on peut l'arrêter complètement. Effectivement, il y a les deux. Alors il y a les pales tournent sur elles-mêmes, donc on peut passer de 0 à 90 degrés. Lorsqu'on est à 0, en fait, les pales, c'est ce qu'on appelle la mise en drapeau, donc elles sont plus entraînées par le vent. Donc c'est pour ça que de temps en temps elles sont arrêtées. Voilà. Et après, effectivement, la nacelle tourne. Donc ça, c'est pour être toujours face au vent et avoir vraiment le gisement maximum et avoir une production maximum. C'est vraiment bien prendre le vent. Ok, le but du jeu, c'est d'avoir toujours une utilisation optimum du vent, quelle que soit son orientation, quelle que soit sa vitesse aussi. C'est ça. Et ça peut capter des vents à partir de quelle vitesse alors? Alors on démarre à environ 3 mètres secondes. D'accord. Et on va s'arrêter à 25 mètres secondes. Donc 25 mètres secondes, c'est 90 km/h. D'accord. Donc si, pendant... Alors c'est pas des rafales, c'est pendant un temps donné, si on a vraiment 90 km/h, donc là, par sécurité, on arrête la machine. Ok, et donc par contre on n'a pas la même vitesse du vent, j'imagine à cette hauteur là, c'est pour ça qu'on les fait plus haut que de les avoir au sol. Exactement, et d'ailleurs tous les appareils de mesure se trouvent sur la nacelle. Donc on va avoir une girouette et un anémomètre. Donc l'anémomètre lui va enregistrer la vitesse du vent et la girouette la direction du vent. Donc là la girouette permet d'orienter la machine. Et l'anémomètre, de stopper la machine, par exemple, s'il y a trop de vent. D'accord, donc il y a tout un système de sécurité, c'est bien organisé. C'est complètement automatisé. D'accord. C'est-à-dire que la machine s'autogère. Avec tous ces différents capteurs, elle est capable de se mettre en sécurité toute seule. Elle s'autogère, mais en même temps, elle t'envoie un message ou à la centrale pour exprimer éventuellement s'il y a un problème technique ou quelque chose à refaire de la maintenance alors. C'est ça, alors on a des outils de gestion, des outils d'exploitation, c'est des logiciels qui nous permettent d'avoir un accès à distance sur la machine, de savoir la puissance produite. Ça tu l'as sur ton téléphone? Voilà, je l'ai en instantané, je suis capable de savoir quelle production, savoir la vitesse du vent, et savoir effectivement aussi lorsqu'il y a une panne, savoir de quel type de panne il s'agit. Donc par exemple, s'il y a une panne, on peut déjà préparer à l'avance, arriver avec la pièce de rechange, puisqu'on sait déjà, grâce à l'intitulé de la panne, on a déjà une idée du problème. Soit tu peux le gérer toi-même, soit tu peux le faire gérer aussi par l'entreprise qui a fourni telle ou telle pièce, j'imagine, sur l'appareil. On travaille à chaque fois avec le constructeur. Donc c'est-à-dire c'est le constructeur de la machine qui va faire la maintenance de la machine. Donc on a ce qu'on appelle la maintenance préventive. Donc la maintenance préventive, c'est 2 visites par an. Donc on va venir 2 fois par an effectuer des contrôles dans la machine. Ok. Au niveau technique, alors, j'imagine que là-haut, il y a des pièces en fonctionnement, il y a de l'huile, il y a combien d'huile sur un système comme ça? Alors effectivement, il y a de l'huile, on a le multiplicateur, c'est là où on va retrouver la majorité de l'huile. Il y a environ 400 litres d'huile dans le multiplicateur. Comme c'est un système d'engrenage, il faut que ça soit bien lubrifié, donc ce qui explique qu'il y ait cette quantité d'huile. D'accord. Et l'entretien, ça représente quoi? C'est une vidange régulièrement, comme sur un tracteur tous les ans, non? Les vidanges, non. Alors les vidanges, en fait, il y a une vidange tous les 5 ans, mais tous les ans, on prend un échantillon d'huile. Une vérification. On l'envoie au labo et ça nous permet de savoir s'il y a des problèmes mécaniques. D'accord. Vous pouvez repérer une usure anormale ou. C'est ça. Alors on va aller voir. Par exemple le magnésium, on va aller voir différentes valeurs et ces valeurs en fait si elles sont mauvaises nous permettent de savoir si on n'a pas un engrenage par exemple qui commence à se détériorer et dans ce cas là on prévoit une intervention afin de le remplacer. Ok, et il y a d'autres interventions à faire sur ce type d'éolienne Après quand il y a une panne, ce qui est assez rare mais sinon à part la maintenance préventive, voilà c'est les interventions qu'on va effectuer dans la machine. D'accord, ok. Et au niveau démantèlement, parce que c'est pas éternel une éolienne, ça vit combien de temps? Alors une éolienne elle est prévue pour 20 ans,
D'accord. Mais le but, bien sûr, c'est de, voilà, ça reste qu'une garantie et le but, c'est d'aller plus loin éventuellement. Plus loin possible. Okay. Il y a une partie aussi qui me pose question, c'est par rapport au démantèlement. Donc il y a des fonds qui sont mis de côté, c'est ça? Il y a une partie financière qui est une réserve pour dire si la société faisait faillite, je sais pas. Il y a forcément de quoi faire pour démonter, quoi. Oui, c'est une obligation. Lors de la construction du parc, il y a une somme donc, qui est mise en garantie et qui permet justement de démanteler la machine. D'accord. Et c'est recyclable la machine? Alors c'est recyclable de 90 à 95%. D'accord. Donc il y a la partie béton, la partie essentiellement de l'acier, parce que c'est de l'acier qu'on va retrouver, et il y a effectivement la partie des pales, la partie fibre. Voilà ce qu'on peut retrouver comme type de composants sur la machine. Sur cet ensemble-là. D'accord. Et tes collègues, alors il y en a beaucoup qui travaillent ici dans le secteur, c'est des emplois qui sont assurés aussi au niveau local, quoi, quelque part. Bah, c'est ça, en fait, ce qui est intéressant avec l'éolien, c'est que ça amène de l'emploi dans le milieu rural, ce qui manque cruellement. Malheureusement, voilà, on a beaucoup d'industries qui ont fermé. Et ça amène voilà, un nouveau souffle dans les campagnes. Donc nous, par exemple, on est basé à Bapaume. Donc Roat, on est 15 sur Bapaume pour exploiter les parcs. Et on a la société Vestas donc, qui a construit ce parc et qui l'entretient. Donc eux sont 60 personnes, donc basés aussi à Bapaume. D'accord, donc ça fait vraiment de l'emploi local et puis j'allais dire des emplois techniques intéressants. Il y a des formations qui sont spécifiques maintenant, j'allais dire à l'éolien, peut-être qu'il y a une dizaine d'années c'était un peu moins courant. C'est ça exactement, en fait bon, il y a 10 ans il n'y avait pas encore de diplôme vraiment spécifique pour cette filière. Donc là voilà, étant donné l'engouement et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de parcs, donc il faut de plus en plus de techniciens de maintenance. Donc il y a des formations qui se sont créées, un BTS par exemple électrotechnique avec une spécialisation dans l'éolien. Il y a des formations aussi, par exemple sur Amiens, il y a ce qu'on appelle le WinLab, qui propose en fait des formations de reconversion, donc pour former des gens par exemple qui venaient de l'industrie. Je pense par exemple aux anciens Goodyear, qu'on retrouve maintenant dans l'éolien puisqu'ils ont pu intégrer en tant que technicien de maintenance des sociétés de maintenance éolienne. D'accord, un bagage précédent peut servir aussi comme appui technique. Après, sur des nouveaux métiers. Il y a les bases, il suffit juste d'adapter et cette formation le permet. D'accord. Alors ici on est au cœur du parc éolien. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu en quoi consiste ton travail au quotidien? Alors oui, qu'est-ce que fait un opérateur d'exploitation? Donc l'opérateur d'exploitation, lui, va gérer en fait le parc éolien. Donc ça va être aussi le point d'entrée en local par rapport aux mairies, aux exploitants agricoles par exemple. Il va avoir aussi en charge vérifier le fonctionnement de la machine. L'aspect technique l'aspect technique, voilà, donc la production. Et effectivement aussi de vérifier que la machine n'est pas en panne. Et si c'est le cas, se rapprocher du prestataire de maintenance pour savoir quelle action il a mis en place pour aller dépanner la machine. Et alors pour ça, vous avez des outils technologiques pour le faire? Oui, parce qu'une des fonctions aussi de l'opérateur d'exploitation, c'est l'inspection des machines. Donc il va monter en machine et il va aller voir s'il n'y a pas de problème à l'intérieur. Et pour ça, en fait, il a un outil sur son téléphone portable. Donc ça s'appelle EOFix. Ça a été développé par la société Sparksys. D'accord. Donc avec cette application, en fait, il va pouvoir indiquer s'il a détecté des non-conformités. Donc l'avantage de cette application, en fait, c'est qu'on n'a plus le papier, le stylo. Donc c'est plus d'efficacité pour la communication. La partie administrative au final ce qui est un peu rébarbatif. Effectivement. Et puis du coup, c'est là, ce temps qu'on gagne, on peut l'utiliser dans la machine et être encore plus efficace. D'accord, dans le suivi. Donc ça, il crée, il va prendre son téléphone, il va se situer, dire sur quel parc il est, quelle machine il est, il va saisir ce qu'il a vu, il va prendre une photo et après il va valider cette non-conformité automatiquement injectée dans la base de données. Quand il rentre au bureau, il peut envoyer directement cette non-conformité au prestataire qui lui après peut la traiter et du coup voilà, on a un gain niveau communication, niveau administratif, donc c'est vraiment une application développée pour l'éolien et qui répond aux besoins de l'éolien. Voilà.
Ok. Alors, qu'est-ce que représente en niveau puissance, j'allais dire fournie, un parc comme ici? Alors, chaque machine, c'est 3,3 MW. Donc là, les 8 machines, ça représente 26,5 MW. D'accord. Et donc, ça fait quoi voilà, en équivalent? C'est vrai que ça fait beaucoup de chiffres. Donc c'est 69 000 foyers d'alimenter. Alors hors chauffage. D'accord. Et on peut alimenter 60 000. C'est déjà une belle petite ville. Oui. Quoi. D'accord, donc c'est assez important, quoi. Au niveau environnemental, j'imagine qu'il y a des impacts, il y a des obligations environnementales que vous avez au niveau de l'éolien. Oui, alors effectivement, on effectue des études avifaunistiques avant de construire le parc. D'accord. Et après, on peut avoir des obligations pendant la vie du parc. Donc, ici, par exemple, on a un impératif sur les busards. Donc il y a une surveillance qui est effectuée sur les mouvements, sur les nids, par exemple. Donc voir vraiment l'impact, j'allais dire, sur l'environnement, quoi. Oui, le but c'est de s'intégrer vraiment dans le paysage, mais aussi dans la vie, puisque voilà, il y a différentes espèces qui vivent. Qui vivent autour, donc vous vérifiez un peu l'impact que ça peut avoir, quoi. C'est ça. Bon, ben merci beaucoup en tout cas de m'avoir présenté, j'allais dire, ton travail, ton activité, qui est en local, qui utilise de l'énergie verte. C'est une transition, j'allais dire, vers un autre mode de production d'énergie. Je pensais intéressant vraiment de vous l'expliquer. J'espère que pour vous aussi ça vous a intéressé. Et puis mettez-moi, si vous voulez, des petits commentaires, si vous voulez, ici sous la vidéo. Allez, merci beaucoup. Merci, au revoir.